Brouiller les cartes. Masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. S'il existait dans notre langue, on n'observerait pas ce flottement de ma pensée. C'est une artiste à deux visages. Lorsque Claude Cahun pose ses bagages sur l'île anglo-normande de Jersey, elle choisit une terre à son image, double. Un terrain d'expérimentation idéal pour celle qui a décidé de s'affranchir de toutes les normes. À la fois poète et photographe, l'artiste surréaliste pose dès le début du XXe siècle la question du genre, dans son essai « Aveux non avenus », publié en 1930. Une pionnière en quête perpétuelle d'identité. À Jersey, Claude Cahun, née Lucy Schwab, se réinvente. Dans cet ailleurs aux frontières troubles, elle vit ses plus grands bonheurs, mais aussi de profonds tourments. Un ciel nouveau et une terre nouvelle, comme un îlot de résistance. La jeune Lucy Schwab débarque à Jersey en 1916 pour les vacances d'été. Elle a 22 ans. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage sur le continent, l'île est épargnée par les combats. La famille s'installe dans la paisible baie de Saint-Brélade. C'est précisément l'endroit qu'elle a connu lorsqu'elle était ici. Sa famille s'est par exemple liée d'amitié avec les Colly, qui dirigeaient l'hôtel de Saint-Brélade. Elle est donc devenue amie avec les gens d'ici et elle rencontrait la population locale lors de ses visites. Issue d'une famille lettrée nantaise, avec un père directeur de presse et des oncles écrivains, la jeune femme connaît la force des mots. Dès sa jeunesse, ils lui servent d'exutoire face aux persécutions liées à son judaïsme et à son originalité. Jersey était pour elle l'endroit où elle sentait qu'elle pouvait échapper aux luttes qu'elle rencontrait dans son quotidien. On sait que Claude Cahun a eu de nombreux problèmes de santé, tant physiques que mentaux. Et elle avait cette connexion très forte avec l'île. Elle la désigne comme le lieu du bonheur. Elle y fait également référence comme un idéal où les vacances ne finissent jamais. À quelques kilomètres de la plage, au port de Saint-Hélier, une rencontre vient chambouler ses sens. Loin des conventions de sa ville de Nantes, la jeune femme se laisse aller à la découverte du sentiment amoureux. À l'époque, l'île est très rurale. Les terres sont principalement dédiées à la culture des pommes de terre et des tomates. Il y a aussi une industrie de la pêche foisonnante. Elle fait la rencontre d'un pêcheur qui s'appelle Bob. Elle est clairement attirée physiquement par lui. Elle en parle un peu dans certaines de ses œuvres, mais il n'y a aucune preuve qu'il n'y ait jamais eu une relation physique entre les deux. Cela semble s'être limité à un simple flirt. À ce moment-là, elle explore en quelque sorte son identité sexuelle et les sentiments qu'elle a pour ce Bob. Son rire ardent qui me rafraîchit, son souffle comme un vent fort sèche mon âme crispée. Rêche, en dépit de mon cœur tout contraire, mes paroles d'accueil le cinglent en forçant ma douce bouche contractée. Des années plus tard, l'auteur couche sur le papier ce tumulte intérieur dans Aveux non avenus. Cette autobiographie philosophique mêle texte, poèmes et collages. Dans cette œuvre, Claude Cahun s'explore véritablement elle-même, ses sentiments profonds et la complexité de son personnage. Il y a également des montages photos au début de chaque chapitre, qu'elle a réalisé en collaboration avec sa partenaire Marcel Moore. Ces images très complexes représentent des images récurrentes d'yeux, de miroirs et de reflets. Dans son œuvre, elle se sert de l'environnement qui l'entoure. Elle fait souvent référence à la plage notamment et trouve l'inspiration dans toute cette nature. J'ai compris qu'en face de la mer, de l'amour, de toutes les forces élémentaires, il n'est pas d'âge, ni de sexe, ni même de personne, ni peut-être de séparation possible entre les hommes
et les corps qui cherchent à s'unir. La réponse à son questionnement, Lucie Schwab la trouve chez Suzanne Malherbe. Cette amie qu'elle connaît depuis l'enfance sera l'amour de sa vie. Elle s'invente des noms non genrés. Claude Cahun pour Lucie et Marcel Moore pour Suzanne. Elles intègrent ensuite à Paris le cercle des surréalistes où elles connaissent le succès dans les années 20. Mais en 1937, Claude, homosexuel et d'origine juive, presse le danger du nazisme et la montée de l'antisémitisme. Comme au temps béni de son enfance, elle décide de retourner à Jersey et de s'installer avec Marcel dans la baie protectrice de Saint-Brélade. Ici, nous sommes à l'écart des villes. C'est un endroit où elle trouve de l'intimité, mais c'est aussi un endroit d'une incroyable beauté et entouré d'histoire. Il y a cette église médiévale juste à côté de chez elle. Jersey, jusqu'à récemment, pour être honnête, avait tendance à être une société socialement très conservatrice. Il faut imaginer qu'un couple de même sexe entreprenant et créant de l'art surréaliste est assez ahurissant pour Jersey à l'époque. Elles achètent la Rocaise, une demeure dont le jardin ouvre alors directement sur la plage. En symbiose totale avec les éléments, Claude et Marcel poursuivent un travail photographique commun. Une émulation artistique où tout devient sujet. Vagues, plantes, rochers. Cet endroit leur a permis de rêver, de penser différemment, car elles étaient loin des modes conventionnels de la société française qu'elles ont connue à Nantes et aussi à Paris. Je pense que Jersey leur a donné la liberté d'explorer leur art et elles-mêmes en tant que couple. C'est pourquoi je pense que leur création a été aussi prolifique pendant leur séjour ici. Mais leur paradis s'effondre. Le 30 juin 1940, Jersey est envahie par les Allemands. Pensant que les îles anglo-normandes étaient indéfendables, le gouvernement anglais les a démilitarisées. Dans son projet d'invasion de la Grande-Bretagne, Hitler transforme alors Jersey en véritable bastion. Plus de 300 bunkers et bâtiments d'artillerie sont déployés sur toute l'île. Non seulement il y avait cette présence militaire à laquelle Jersey n'était pas habituée, mais les Allemands ont très vite supprimé toute liberté. Les plages étaient interdites. Traditionnellement, les fermiers y récupéraient les algues pour les mettre dans les champs, et cela est soudainement devenu contrôlé. Les gens n'étaient pas autorisés à utiliser leurs bateaux. Il y avait des couvre-feux et des personnes sur l'île ont également été déportées vers des camps en Allemagne. C'était donc une période de grande terreur. Même si sur une île, toute résistance semble vaine, les deux femmes se lancent dans un projet fou. Utiliser leur art comme arme de combat. Elles détournent revues et affiches qu'elles agrémentent de dessins anti-nazis, signés « Le soldat sans nom », et pastichent les poèmes de Heinrich Heine dans un allemand si parfait que les occupants croient à l'œuvre d'officiers de la Wehrmacht. Je crois que les vagues ont balayé à la fin capitaine et embarcation du fait du rugissement d'Hitler. Signé Colonel Heine. Cet hôtel est devenu une caserne pour les soldats nazis, mais aussi le quartier général des officiers. Il y avait un va-et-vient permanent de soldats entrant, sortant tout autour du bâtiment. Donc, pour remettre les choses en perspective, Claude et Marcel vivaient juste là, et elles créaient leur résistance aux yeux et au nez des occupants nazis. Ce que je trouve incroyable, c'est que ces deux femmes ont décidé de dire « Non, nous allons nous dresser contre cette injustice, et pas seulement contre l'occupation nazie sur cette île, mais dans toute l'Europe. » Elles se sont rebellées à leur manière, sans fusil, sans armes, et elles ont réussi à faire en sorte que les nazis se remettent en question, à leur faire croire qu'ils avaient des espions dans leurs propres rangs. Malgré le danger, le couple décide d'aller encore plus loin dans leur acte de résistance. Pour accueillir leur œuvre la plus monumentale, Claude et Marcel choisissent le cimetière qui jouxte leur maison. Sur cette église même, elles ont déployé une bannière où il était écrit « Jésus est grand, mais Hitler est plus grand ». Pourquoi ?
parce que Jésus est mort pour les gens. Mais les gens meurent pour Hitler. C'est une déclaration très provocatrice, non seulement envers les Allemands, mais aussi blasphématoire. C'est donc une provocation contre l'Église, et cela amène les gens à réfléchir à qui est Hitler. Et il s'agit bien sûr de questionner les soldats, de leur demander qui ils servent. Sur dénonciation, les 2 femmes sont arrêtées le 25 juillet 1944. Condamnées à mort, leur vie aurait dû s'achever devant un peloton d'exécution. En attendant d'être jugées, elles sont emmenées à la prison de Newgate, à Saint-Hélier, aujourd'hui détruite. Le réseau souterrain de l'hôpital militaire allemand, réaménagé en musée, permet de se figurer les conditions de leur détention. Il faisait très froid et ce n'était pas la priorité des Allemands, de chauffer la prison. Et elles y étaient pendant l'hiver. Elles ont donc beaucoup souffert. Mais elles vivaient surtout un grand tourment psychologique, parce qu'elles avaient été condamnées à mort. Elles se sont fait des amis parmi les prisonniers politiques, dont des Allemands. Et elles ont vu parfois ces Allemands être exécutés pour leurs crimes contre les nazis. Dès qu'elle arrive en prison, Claude Quin s'arme de sa plume. Elle consigne tout ce qu'elle peut. Ses pensées, ses réflexions, la vie carcérale, son suicide raté au Gardénal. Dans ce qu'elle nomme plus tard son scrapbook. Constatant que nous étions des femmes, ces êtres inférieurs, que nous ne nous réclamions ni de Staline ni de Gaulle, que nous avions la réputation de bourgeoises paisibles, ils y perdirent leur rien. Ils durent, en fin de compte, nous condamner sans croire à notre existence. Claude écrivait autant qu'elle le pouvait. Elle écrivait des poèmes et elle dessinait. Il existe d'ailleurs quelques dessins de la cellule. C'était en partie pour garder leur esprit en action, le garder en vie, ainsi que pour laisser une trace pour la postérité. Je pense qu'elle voulait enregistrer et témoigner de tout ce qui leur arrivait. La destruction des sens, des sentiments, des facultés mentales, de la conscience et de la volonté peut précéder la destruction de la vie. La marche normale des choses est la résistance à cette destruction qui finalement l'emporte. À leur libération en mai 1945, même si leur maison a été pillée, elles reviennent y vivre. Claude Quin poursuit son militantisme artistique et demande à sa compagne de la prendre en photo. Il existe cette photo emblématique de Claude devant leur maison où elle tient l'aigle entre ses dents. C'est une photo et une pose vraiment provocatrice. L'aigle lui a été remis par l'un des prisonniers allemands. Il s'appelait Karl et quand elles ont été libérées, il leur a dit « Prenez cet oiseau de malheur, je n'en ai plus besoin ». Claude était très fier d'arborer ceci et certains des autres souvenirs qu'elle avait rassemblés en prison. Restée faible après son incarcération, Claude Quin n'aura pas le temps de terminer son autobiographie « Confidence au miroir ». Elle s'éteint en décembre 1954 à l'âge de 60 ans. Dans le cimetière qui jouxte la maison de Jersey, Marcel Moore a pris soin de faire inscrire sur leur tombe « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Longtemps restée dans l'oubli, l'œuvre avant-gardiste de Claude Quin émerge à nouveau de l'ombre.